Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Une vie sans projet est une vie aliénante. Nous recevons aujourd'hui Stanislas Gruau, que celles et ceux qui regardent l'émission Qui veut être mon associé sur M6 connaissent bien, puisqu'il a participé en février 2022 et qu'il a levé 500 000 € contre 11% de son projet Explora Project. Explora Project, c'est une agence de voyage dont la mission est de transformer le secteur du tourisme vers la décarbonisation et de faire vivre des aventures fortes et excitantes à monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, cette start-up tech n'était pas une suite logique, Stanislas. Au contraire, puisqu'après une école de commerce, il était parti dans le trading de matières premières, en gravissant les échelons à vitesse grand V, mais à la naissance de sa fille et dans une caisse de sens, Stanislas a décidé de quitter le monde du trading et de démarrer un projet pour vivre et faire vivre des moments qui transforment nos vies par le dépassement de soi et l'aventure. On parle changement de vie, levée de fonds, impact, tech et dépassement de soi. Stanislas, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Vaste question. Je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 36 ans, j'ai 2 filles et après avoir été trader pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai changé de vie à la naissance de ma première fille, dans un élan vital et une quête de sens que beaucoup, je pense, expérimentent dans leur vie. Et j'ai lancé Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure bas carbone. Projet qui cherche à reconnecter les gens à la nature et au véritable sujet de notre société, avec le véhicule de l'expérience de voyage. Est-ce que tu peux nous raconter la première partie de ta vie ? Comment t'en es arrivé à être trader ? Enfance facile, Versailles. Je dis facile parce que ce genre d'enfance où on est un peu mis sur des rails, après parfois ce sont pas les bons et on le subit plus tard. Moi, il m'a semblé que c'était les bons, donc j'ai pas eu à être en résistance, en tout cas pendant quasiment une vingtaine d'années, où j'étais dans une famille nombreuse, 3 sœurs, parents aimants, travailleurs, qui nous ont poussé 2 valeurs qui ont été pour moi fondamentales dans le reste de mon parcours. La première, c'est la valeur travail. Mon père vient d'un milieu très simple, ouvrier itinérant, forain, etc. Donc vraiment en milieu simple, et il nous a toujours dit tais-toi et travaille. C'est vraiment, j'ai entendu plusieurs conversations se terminer par littéralement cette phrase, quand on travaille, on obtient tout. Bon, ça a été au centre en fait de tout mon parcours de boulot. Il fallait respecter les notes, respecter les professeurs, respecter la chance qu'on avait d'étudier, etc. Ça, c'était un peu la lame de fond pour avoir tous les chemins ouverts dans la vie, sans m'aiguiller vers l'un ou l'autre, mais en tout cas me dire tant que tu travailles, tu pourras choisir. Si tu travailles pas, la vie choisira pour toi. Ça peut tomber bien comme ça peut tomber moins bien. Et puis l'autre valeur, c'était le sport, que j'ai traîné avec moi dans mon sac à dos toutes ces années-là, et qui sont aussi à l'origine du projet Explora d'une certaine manière. Mon père était ancien footballeur pro, en parallèle de ses études d'ingénieur, etc. Et donc, dépassement de soi par le sport, nous mettre au sport, tester, se dépasser, une vie où à la fois on nous sécurisait d'un point de vue financier, parce qu'on n'a jamais manqué de rien, bien que c'était un milieu quand même simple. On nous a mis sur les bons rails pour les études, et à la fois on nous bousculait un peu en nous disant le sport, il faut donner, il faut pousser, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a des trajectoires standards et il y a des trajectoires exceptionnelles, choisies. Donc assez tôt, on est un peu mis face à ce choix de quel type de vie tu veux avoir, et avec une entrevue, une fenêtre un peu ouverte sur le monde, en mode ça peut être exceptionnel, mais c'est à toi de le décider. Et avec l'idée de dire, nous parents, on n'a pas eu cette trajectoire exceptionnelle, on a une trajectoire classique qui est chouette. Peut-être que toi tu l'auras. J'ai toujours eu ce truc. Et donc je suis parti dans mes études, en cherchant un peu cet exceptionnel. École de commerce, après classe préparatoire en France, à Versailles. J'étais à l'EDEC, l'école des hautes études commerciales à Lille. 3 années très intenses où en fait, spécialisation finance de marché,
Et j'ai pris la tête d'une association qui s'appelle la Course Croisière de l'EDEC, qui est une très grosse association sportive étudiante qui organise le premier événement sportif étudiant d'Europe, une course de voile. Il y a quasiment 15 000 personnes sur la semaine, 4 000 participants, c'est un truc gigantesque avec 200 bateaux, doublé d'un raid sportif en parallèle, etc. C'était un énorme truc dans lequel, en fait, ça a été ma premier pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. En fait, on était à une école de commerce où tout le monde réfléchit plutôt à la soirée du lendemain qu'à quelques projets sérieux que ce soit dans cette période-là, en se disant c'est une parenthèse avant la vie sérieuse qui sera dans quelques années et on n'en ressortira pas de cette vie-là, donc amusons-nous aujourd'hui. Et nous on était un peu à contre-courant là-dedans dans cette association qui a 3 millions d'euros de budget, 50 personnes qui gèrent l'organisation, et je me suis retrouvé 2 ans petite main dans cette association, puis postulé pour être président. J'avais été élu, et ça a été pour moi en fait ma première expérience de patron de start-up, quoi, en fait, en gros. Qu'est-ce qui te motivait à devenir le patron de cette association? Toujours cette idée de me dire que il peut y avoir que pour avoir de l'impact, il faut essayer d'être dans des rôles qui peuvent impacter les gens, les écosystèmes, les univers, les groupes, les mentalités, les manières de faire. Et donc j'ai toujours recherché de délégué de classe à président du BDE, à créer un BDE quand il n'existait même pas dans mon lycée. Dans la prépa aussi pareil, il n'existait pas, on l'a créé. Premier président autoproclamé. Et c'était toujours pour faire des choses et faire vivre des choses aux gens et essayer. Et donc ça m'a semblé être en tout cas un poste qui permettait d'avoir très rapidement beaucoup d'impact en essayant de changer les choses, de rendre une association qui n'était pas rentable, un truc qui perdait de l'argent et qui était fantasque en une structure de boîte avec des outils, des reporting, audité par Ernst & Young, un truc super sérieux qui a fonctionné. Et donc ça j'ai trouvé ça exceptionnel. Et le plus exceptionnel là-dedans, presque tout ça, c'est l'excuse pour vraiment le suc, le nectar de cette expérience, c'est poser une vision devant un groupe et sentir les mentalités qui sont en train de changer et d'adopter cette vision. Ça, je trouve ça très très grisant. Et j'ai pu le faire effectivement devant cette 50aine d'étudiants qui d'abord pensaient à l'open bar du soir et qui, après un discours enflammé, se disaient que c'était la quête de leur vie de faire que cet événement soit le plus beau de la planète, quoi. Et c'était le plus beau de la planète? À mes yeux, oui. J'espère au leur aussi. En tout cas, d'un point de vue comptable, certainement plus que les années précédentes. Et ça a été la première expérience. Je me suis dit, à l'issue de ça, je vais monter une boîte. Je sais pas trop quand. J'avais d'abord l'envie, effectivement, de tester cette expérience de trading qui avait rien à voir, c'était juste vraiment une case que je voulais cocher. Ça m'a toujours fasciné pour des peut-être mauvaises raisons. Je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il y a sur une salle de marché. T'avais quel âge quand t'étais dans cette petit démarrage d'entrepreneuriat? Je pense 19 ans. 19 ans, de 19 à... J'ai fini l'EDEC à 21 ans, donc quand j'ai pris la responsabilité de l'association, j'avais 20 ans, de mes 20 ans à 21 ans. Et là, tu parles dans le trading? Et là, ouais, tout de suite après, je fais pas d'année, comme on dit en France, de césure. J'enchaîne en fait mon école de commerce en 2 ans et demi, très très serré, en faisant la présidence de cette association en même temps que mon Master of Science en finance de marché. Donc c'était vraiment une année ultra intense. Et je finis donc à 21 ans. Je suis embauché à la BNP pour être trader d'actions et à Paris. C'est quoi les raisons qui te poussent à vouloir être trader? Franchement, c'est de la curiosité mal placée. C'est-à-dire, je dis mal placée parce que je sais comment ça s'est fini. Et donc, quand on sait comment ça s'est fini, on se demande comment ça a commencé et pourquoi. Et je pense que quand on est étudiant et on se laisse souvent aller un peu dans le flot des opportunités sans trop réfléchir, et c'est souvent très très bien. C'est juste que moi j'ai pas questionné ce choix pendant trop longtemps, et puis jusqu'à certains points de non-retour qui sont pour d'autres raisons économiques, peut-être sociaux, je sais pas, et finalement c'était vraiment pour tester. Ça a fonctionné pour moi, je trouvais excitant et assez grisant l'énergie qu'il y avait dans une salle de marché. J'ai l'impression que c'était une espèce de transition douce entre cette école de commerce, un peu la cour de récré, et la vie des grands qui sera plus tard. Et donc je trouvais ça amusant qu'on appelle ça le travail, alors qu'en fait c'était un joyeux bordel de trentenaires d'école de commerce ou d'ingé qui avait l'air complètement insouciant, et avec cette espèce de dissonance entre les enjeux des sommes qui sont engagés et le comportement et l'attitude sur le floor de faire des concours de ping-pong ou de panier de basket. Et donc au début je trouvais ça un peu fascinant d'observer ça, et puis je me suis rendu compte que je pouvais avoir un rôle
Après, je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça. Et donc, en fait, j'étais presque en train de prouver de l'intérieur que c'était une supercherie, un peu cet univers-là. Et puis, je me suis fait prendre un peu au jeu. Et puis, au bout d'un an à la BNP, j'ai démissionné. Puis, je suis rentré chez Cargill, enfin, dans le graduate programme de Cargill, grosse boîte américaine à l'époque, 180 000 salariés, je crois. La plus grosse boîte privée de la planète, dont personne ne connaît le nom parce que c'est une boîte qui travaille qu'en B2B et qui depuis 150 ans cherche à ne pas être connue et qui fait du négoce de matières premières. Et puis j'ai pris ce que j'aimais dans la manière de travailler, la simplicité des échanges, des rapports, le dynamisme, la courbe d'apprentissage extrêmement pentu parce que ce sont des métiers dans lesquels il faut comprendre tout ce qui se passe dans l'environnement économique, d'un changement de taxes à l'importation, sur les mouvements des devises, sur les taux d'intérêt, sur les conflits économiques, les conflits, tout ce qui peut changer le déplacement de quelques matières premières que ce soit sur la planète. Donc c'est quand même extrêmement intéressant en fait quand on est au centre de ça et quand notre rôle est la prédiction du prix de demain, d'après-demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça fascinant d'un point de vue intellectuel et j'avais pris tout ça et j'avais réussi, pour moi en tout cas, à le mettre au profit du trading de matières premières qui était réel, avec une mission qui était déplacer les marchandises des zones de surplus vers les zones de déficit. Après tout, on en a besoin d'amener le blé des champs jusque dans les bouches de ceux qui en ont besoin. Ça, c'est sur le papier. Le fait est que cette réalité-là, elle est assez vite twistée par une nécessité de faire du profit, parce que quand on est capable de faire la lecture du prix pour acheter pour ces usines au moins cher et au meilleur timing, pourquoi pas le faire pour 10 millions de tonnes de plus. Après tout, ça fait quand même 10 millions de dollars de gains à chaque dollar de prédiction qui va dans le bon sens sur les marchés. Donc on se rend vite compte que dans une structure qui a les fonds pour payer des appels de marge sur les marchés sans problème, pourquoi pas mettre 10 millions, mais pourquoi pas mettre 100 millions, et après tout, d'une mission d'utilité publique réelle, économique, physique, on se retrouve en fait avec, ça c'est 5% de la mission, et il y a 95% de spéculation autour de ça, avec lequel on est parfois un peu plus mal à l'aise, parce que parfois on utilise même le physique pour faire dire des choses au marché à terme, et donc en fait on vient coincer le physique sur des bateaux qui sont coincés, dont les gens ont besoin pour corneriser les prix, faire monter les trucs, etc. Et en fait, on se rend compte que tout ça est finalement financier et ultra financier dans l'énorme majorité de sa mission, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et on s'en rend pas compte dans les premiers jobs non plus. Ça a super bien tourné pour moi, j'ai eu la chance d'avoir des boss qui étaient exceptionnels, et du coup qui m'ont littéralement dit il y a pas de place pour nous deux sur ce desk, donc je pars. Alors ça, on me l'a fait 2 fois dans cette boîte quand même, où littéralement mon boss se cherche un travail dans la boîte, dans un autre pays, quoi, en disant tu prends mon poste demain, et puis moi je sais pas encore ce que je vais faire, mais pour que tu grandisses correctement, il faut que je m'en aille, quoi. Mais toi aussi t'as cherché un poste dans un autre pays, visiblement. Moi après je suis passé du coup responsable du trading assez vite pour la France, et donc c'était un groupe d'une dizaine de traders. Moi j'avais 24 ans, quoi. C'était assez au début, et puis j'ai été muté à 25 ans, 26 ans, patron du trading européen ici à Genève. Et donc il y avait 150 traders sous gestion dans tous les pays qui me reportaient, et puis les PNL, l'Europe des 27, avec un mix culturel qui était exceptionnel, la guerre de Crimée, les Russes et les Ukrainiens qui veulent pas se parler sur les calls, des bateaux coincés dans les ports là-bas. C'était, en fait, j'avais l'impression d'être aux manettes et en front line de l'immédiateté de l'actualité mondiale. C'était exaltant. En même temps que les enjeux étaient monstrueux, il y avait 20 usines à faire tourner, milliards sous gestion à faire fructifier, et j'ai trouvé ça top. Mais plus je montais en tout cas dans ce rôle de trading, le poste de trading d'après, c'était être trader mondial. C'était mon ancien boss qui avait pris ce job-là, il était à ma droite, je voyais très bien ce qu'il faisait. Je voyais un peu le bout de la piste, quoi. En tout cas chez Cargill. Et comme c'est la plus grosse boîte de trading de la planète de matières premières agricoles, je voyais le bout de la piste tout court, quoi. Je me disais en gros, après, je me voyais pas faire du trading en dehors de cette structure, parce que c'est une structure quand même, somme toute bienveillante, assez loin des excès de ce secteur-là et de ce milieu-là, assez puritain en fait dans l'absolu, donc c'était quand même assez protecteur pour les salariés. Et donc petit à petit je me suis rendu compte que
en voyant le bout de la piste, je me suis demandé pourquoi j'étais rentré sur la piste à la base, pour quelles raisons. C'était pour des raisons sociales. Je trouvais ça excitant et cool à 20 ans d'être trader, post-Kerviel, post-Lehman Brothers. C'est quand même une période là où je suis rentré, crise des subprimes. Être trader, j'avais l'impression de mon monde d'école de commerce que c'était le métier du centre de l'univers, quoi. C'était eux qui étaient en première ligne de tous les changements économiques. Et puis finalement, pour des raisons aussi financières, et puis je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas assez, que le côté social était complètement évanescent et que tout le monde n'avait rien à foutre que je sois trader en fait. C'était même d'ailleurs peut-être naze en 2020 d'être encore trader et de croire que c'est la finance qui allait amener le sens. Et donc je me suis retrouvé outsider de ma propre vie et petit à petit j'en ai souffert. Et à côté, une naissance arrivant, ça fait quand même se poser beaucoup de questions sur... Donc tu diras que la naissance, c'était le déclic qui a fait que tu as voulu switcher. La naissance de ma première fille m'a fait tout simplement me projeter dans cette discussion de jeune papa qui est et toi tu fais quoi dans la vie, papa, en fait? À quoi sert ton métier? Et quand on doit expliquer le métier d'un trader simplement, en fait j'expliquais, j'achète du colza ou du blé ou du soja aux agriculteurs et puis je le mets dans des usines pour que les gens le mangent. Mais en fait, je savais que c'était pas vraiment ce qu'on faisait en fait. Et c'est l'idée de devoir mentir pour expliquer quelque chose qui est un peu indécent. Ça m'a pas mis à l'aise. Et je me suis surtout demandé à quoi je servais en fait. Et il y a un autre déclencheur qui a été un peu dur pour moi, c'est que quelques mois avant que je démissionne, il y avait dans cette boîte un système qu'il y a dans beaucoup de feedback 360. Donc on demande à vos peers, à vos direct reports, à vos boss qui vous êtes, grosso modo, avec tout un tas de questions et d'angles. Très bien. Et j'ai reçu un feuillet de 60 pages sur moi, quoi. Moi vu par les autres. Et c'était une claque absolue. Pour résumer, 2 chiffres en fait qui sont ressortis de ça. On était noté sur 100 sur énormément de critères. Sur le result oriented, j'étais à 98 sur 100. Donc ça, les patrons de trading, ils adorent. Un gros trader. Et en people oriented, j'étais à 4. Et en fait, moi qui étais co-manager, parce que il y a des reports géographiques, des reports fonctionnels et tout, de 150 personnes qui me reportaient pour la partie juste trading. Je me suis dit en fait, je parle à 150 personnes et je suis 4. Comment j'en suis arrivé là en fait? Moi qui pensais être soucieux des autres, moi qui pensais avoir une intelligence émotionnelle importante, on a une famille de psy, ma sœur est psy, mon ex-beau-frère était psy, ma mère est psy. Donc la discussion, la parole, les émotions, le caring en général, c'est quelque chose que j'avais l'impression de porter en fait naturellement. Et pas du tout. Et du coup, ça m'a transformé ces années-là, pas dans le bon sens, d'un point de vue humain. Et puis cette note de 4, elle a fait écho à des signaux plus faibles que j'avais de mon entourage depuis quelques temps, qui se sont intensifiés dans les dernières années, qui me disaient tu parles beaucoup de ton trading, tu parles beaucoup d'argent, tu parles beaucoup de tes enjeux, tu arrives toujours avec une nouvelle histoire, j'ai un bateau qui est coincé à 24 millions, nanana, s'il se passe ça, j'attends l'analyse, t'es à un dîner mais tu regardes ton téléphone, on comprend que les enjeux sont importants, mais on n'est pas en train de te dire qu'on aurait été capable de faire autrement, mais on est obligé de te dire qu'on a l'impression que t'es pas là, que tu regardes dans le vide, que tu penses à autre chose, et du coup mon ex-femme me l'a dit aussi. Elle m'a dit en fait j'ai l'impression que tu passes à côté un peu de nos moments et tout ça. Je me suis dit il faut arrêter en fait, il faut arrêter. Et donc j'ai démissionné quelques mois après la naissance de ma première fille, retour de congé que j'avais pas vraiment pu prendre depuis des années. Et là j'ai posé 3 semaines, j'ai fait le tour de famille, amis d'enfance, etc. Et je leur ai dit et si j'arrêtais, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit ce serait exceptionnel. Quelle boîte de Pandore j'avais pas ouvert. En fait j'avais juste créé une discussion qu'ils n'avaient jamais osé aborder. Comme j'étais dans une toute puissance un peu guerrière du fonceur, du bulldozer, du résultat, du PNL, etc. Il n'y avait pas la place pour cet échange. Et avec la réussite? Avec une forme de réussite qui est financière et qui globalement a été pour moi en fait un échec.
parce que ça aurait été plus facile d'avoir un échec financier qui me sorte de ça plus tôt. Donc tout ça, c'est pour ça, est assez relatif quand rétrospectivement on regarde les années. Par contre, je pense que j'ai vraiment décroché avant que ce soit un problème et avant de me sentir mal, avant d'être triste, avant d'avoir un impact lourd et irrémédiable. Donc finalement, c'est arrivé assez tôt et ce projet Explora, je l'avais depuis plusieurs années en tête. Parce que si je refais rapidement l'histoire, quand je commence trader pendant mon graduate programme à Paris, juste après la BNP, déjà je me rends compte que ça va être que c'est une activité cérébrale un peu excessive et un peu particulière, que ce métier de trader devant des écrans qui clignotent, qui ne s'arrêtent jamais, avec cette idée du continu et du live qui ne vous lâche jamais le cerveau, en fait. Vous partez jamais du travail. Ouais, et puis en plus, t'es sur un fuseau horaire qui s'arrête jamais, puisque tes bateaux, ils sont une fois en Asie, une fois en Amérique du Sud, j'en sais rien. Enfin. Ouais, exactement. Et je trouve, et puis le forex qui s'arrête jamais non plus, les couvertures de change, et parfois on avait des positions de change qui étaient presque plus risquées que les positions sur les produits agricoles, donc on finissait par devoir être un peu spécialiste, avoir une vue sur un peu tout. Et au final, j'ai compensé enfin, en tout cas ma réaction et de mon mécanisme de défense a été de me mettre à courir. Et donc j'ai commencé à faire de la course à pied à Paris, sortir même déjà de la BNP vers 22h jusqu'à minuit. J'allais courir pendant 2 heures dans Paris, pas de stimuli visuels, dans le noir, au calme, avec une musique classique. En fait, j'avais besoin de ça pour que mon cerveau se remette dans des stimuli qui étaient juste un peu plus normaux que ceux que j'avais pendant la journée. Et ce moment-là, c'était divin en fait. Je sais même pas si j'aimais courir en fait. C'est pas le problème. C'est que c'était un moment où j'arrivais à me retrouver, où j'arrivais à repenser à moi, à ce que je voulais faire. Voilà, c'était un moment où je sortais la tête du bocal. Et donc j'ai voulu que ces moments-là ils durent plus longtemps. Et donc j'ai couru après minuit jusqu'à 1h et puis jusqu'à 2h et puis après jusqu'à 3h. Et en fait j'ai commencé à courir parfois toute la nuit en fait. Et je suis arrivé malgré moi dans finalement des volumes d'entraînement qui étaient colossaux. Et je rentrais de ma salle de marché après quand j'étais chez Cargill, la salle de marché était à Saint-Germain-en-Laye, j'habitais dans le Paris 16e, je faisais 25 bornes tous les jours pour rentrer. Le matin, je prenais le RER et le soir, je rentrais en courant avec mes baskets, mes AirPods, j'appelais des copains ou j'écoutais de la musique et je faisais 25 bornes tous les jours. Je faisais 220 bornes par semaine. Et ça a duré près de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans-là, j'étais un peu un mutant de la course à pied quand même, l'air de rien, sans avoir mis beaucoup de dossards pendant cette période, sans m'être trop confronté aux autres. Mais en tout cas, je me sentais bien, c'était l'équilibre dont j'avais besoin pour supporter le quotidien. Et plus je montais en trading, plus je montais en distance de course à pied pour compenser et conserver cette balance et cet équilibre qui me faisait tenir dans cet environnement. Et puis voulant faire des choses un peu exceptionnelles et sentant que j'étais quand même dans une petite roulette de musaraigne qui s'accélérait et qui était un peu enivrante, mais aussi qui avait quelque chose qui me rendait un peu fou, je le sentais. Je cherchais ces moments d'exceptionnel dans cette vie qui était en train de devenir de plus en plus répétitive, de plus en plus rapide, mais répétitive quand même. Et donc je me suis levé un matin et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma vie en fait pour inverser un peu le cours des choses, faire un pas de côté, faire une diagonale. Et je me suis dit ça va être avec la course à pied. Je vais pas prendre un dossard, ça. Je suis pas tout seul. Il y en a des milliers qui le font sur chaque course. Je vais essayer de battre le record de la traversée de la France en courant. Et du coup, ça c'était en juin. Et puis en septembre, j'étais sur la ligne de départ. J'avais levé des sponsors, je m'étais débrouillé. Et puis je suis parti de Lille, sur le campus du campus de l'EDEC, jusqu'à Nice, le campus de mon autre école dans le sud de la France. Et j'ai battu le record de la traversée de la France en courant, qui tient toujours aujourd'hui, qui est de 15 jours. Donc je faisais 90 km par jour, je fais ça 15 fois de suite. Donc j'avais une équipe, un médecin, kiné, des copains qui m'accompagnaient en vélo, la famille, etc. Mais ça, c'était après ta démission ? Non, ça c'était même quand j'étais chez Cargill j'étais encore trader, j'avais 24 ans et j'étais même pas encore arrivé en trading ici au niveau du trading européen. Donc c'était en 2011, je crois, un truc comme ça. Et ça a été 15 jours, une enclave complètement exceptionnelle dans ma vie de gars ordinaire. Je suis retourné bosser une semaine après et la vie a repris le cours des choses. Mais ça a planté une graine. L'idée de se dire, par le dépassement de soi, par l'aventure, parce que c'était une sacrée aventure, certes sur des routes goudronnées, mais avec l'incertitude de ce qui allait se passer l'heure suivante, toujours là. Et je me suis dit, ces moments-là, ça c'est transformant dans une vie, c'est relativement court,
pour la transformation que ça opère après. C'est pas un énorme investissement. Peut-être que chacun peut essayer de créer ces moments de vie un peu exceptionnels pour tout le monde. Peut-être pas avec la course à pied. D'autres, leur truc, ce sera peut-être le cheval, l'alpinisme, le kite, l'apnée, le yoga, que sais-je. Mais des activités en pleine nature un peu exceptionnelles dans des laps de temps courts, avec tout un horizon d'éléments qui doivent être là pour que la mayonnaise prenne. Peut-être que c'est ça dont les gens ont besoin dans cette vie qui va trop vite. Et le projet Explora, il est né là. Et pendant ces années où je rentrais le soir en courant, le matin, dans le RER, j'avais un calepin rouge dans lequel je notais des idées de ce projet Explora, dont le nom a été noté sur un calepin en 2011. Et la boîte a été lancée en 2018-2019. Les racines du projet sont là, et je pense, sans mentir, j'ai relu ces calepins récemment, que je pense 80% qu'il y a dans ces calepins ont été développés aujourd'hui. Alors pour ceux qui connaissent pas Explora, est-ce que tu peux dire en 2 mots qu'est-ce que tu proposes de différent, qu'est-ce que tu proposes tout court? Explora, c'est une agence de voyage d'aventure bas carbone. Donc au début, l'idée était de proposer des aventures d'une vie, vraiment des expériences transformantes en petits groupes encadrés par un guide expert. On propose près d'une 30aine de disciplines, le trail bien sûr, le vélo, le trek, l'alpinisme, l'apnée, la cascade de glace, le kite, le ski kite, le chien de traîneau, le cheval, etc. On propose des expériences de 2 jours jusqu'à 3 semaines partout en Europe. On va du coup pas au-delà pour des raisons écologiques. On vient de faire l'engagement il y a quelques jours d'être la première agence de voyage européenne no plane, donc sans avion. On essaye de mettre le train partout entre le participant et le lieu de destination et le lieu de départ de l'aventure. On s'adresse aux 25-50 ans, on va dire, même s'il y en a des plus jeunes et d'autres des plus âgés, mais c'est grosso modo la cible parce que marque lancée sur les réseaux sociaux, donc principalement avec une cible autour des 30-40. Et on adresse depuis peu la famille avec en faisant l'acquisition, la location de lieux pour créer ce qu'on appelle des camps de base dans lesquels on va faire venir des guides. J'ai envie de dire le Club Med avec des unités beaucoup plus petites, de 20 à 30 personnes maximum, un peu plus cosy, proche de l'environnement, un peu plus aventureux, loin des écrans, voilà. Donc on a une mission d'essayer de transformer notre secteur vers la décarbonation, tout en vivant des choses très très fortes et en excitant, on va dire, les gens de notre génération. Tu peux nous dire, il y a combien de personnes et c'est quoi le modèle d'affaires aujourd'hui? On est 28 salariés, 30 salariés. On est basé du coup à Annecy. On travaille avec 350 guides un peu partout en France et en Europe. On a 250 000 membres qui sont inscrits sur la plateforme. On a fait partir, je pense, 11 000 participants dans les dernières années, avec évidemment, c'est évidemment exponentiel. Je pense qu'on parle de 40 personnes en 2019, 300 en 2020, et puis après c'est des milliers chaque année. On propose en 2023 quasiment 1000 départs partout en France et en Europe. Notre modèle d'affaires, c'est un modèle classique B2C d'agence de voyage. On encaisse 100% de ce que les clients nous reversent, bien sûr, et on paye nos prestataires que sont les guides, les hébergements, le matériel, la nourriture, le transport. On ne vend les voyages de personne et on est vendu par personne d'autre. C'est important parce que pour moi, c'était clé pour garantir que l'aventure et l'expérience, elle soit unique et forte, telle que je l'avais vécue en 2011 sur les routes de France en courant. J'avais envie de prendre tout le nectar de cette expérience-là et la mettre dans d'autres aventures qu'on crée, dans d'autres univers, avec d'autres formats, d'autres prix, etc. Donc on n'a pas d'intermédiaire. C'est peut-être le premier élément dont je suis assez fier dans ce secteur-là, c'est qu'entre le guide local et le client final, il y a que nous. Normalement, dans un secteur qui est ultra intermédiaire, il y a une agence de voyage qui vend les voyages d'un tour opérateur qui les a commandés à un réceptif local dans le pays de destination qui, lui, opère en direct matériel, nourriture, transport, hébergement, etc. Donc en fait, il y a au moins 2 intermédiaires, chacun se partage 15 points de marge, et donc c'est pour ça que les voyages sont chers, c'est qu'il y a quand même 45% de points de marge à distribuer sur la chaîne. Nous, on a plutôt 30 à 33% de marge brute, donc on n'a pas l'entièreté de ces 45% parce que on doit quand même opérer avec une équipe qui est plus grosse, parce qu'il faut quand même faire le travail de ces intermédiaires qui ne servent pas à rien non plus, qui d'un côté vendent et de l'autre côté produisent et font l'opérationnel. Donc on est encore dans un modèle intermédiaire et qui est intéressant parce que ça permet en fait, ce modèle-là, il permet 2 choses. Déjà, il permet de pouvoir aller moins loin et d'avoir un modèle de rentabilité. Parce qu'en fait, sinon, le problème de ce secteur-là, c'est que, étant donné les marges faibles,
en fait, finalement, le chiffre d'affaires est un multiple de la marge et de mon panier moyen de réservation. Et les marges étant faibles, on a besoin d'aller loin et d'avoir des paniers moyens qui sont élevés. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, 90% des agences de voyage font du long courrier et emmènent les gens à l'autre bout de la planète. Parce qu'en fait, avec un bivouac dans le Beaufortin ou dans le canton de Vaud à 300 francs, en fait, aucune agence de voyage ne peut vivre. Quand bien même ce serait bien pour la planète, c'est le genre de voyage qu'il faut faire. Oui, mais il n'y a pas de modèle en fait derrière ça. Donc c'est pas parce que c'est bien que ça marche en fait. Et l'idée était de dire si on réaugmente les marges, on sera capable de trouver un modèle de rentabilité en allant moins loin et peut-être en se passant de l'avion, en gardant le train et en restant en Europe. Donc ça c'est un peu la vision. Comment est-ce qu'on reboucle économique et écologique, et pour être capable d'avoir des marges qui sont plus élevées, il faut se passer des intermédiaires, et pour être capable de faire moins cher que les intermédiaires le travail que font les intermédiaires, il faut de la tech et pas des humains payés moins cher. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre, d'automatiser la plupart de nos modes de fonctionnement. On travaille avec 4500 prestataires partout en Europe, d'un taxi portugais, un guide islandais, à un hébergement polonais. Et on opère en direct avec eux. Donc il faut avoir le système d'exploitation, les outils, les automatisations qui permettent d'avoir des flux constants d'échange de données, de voyageurs, de réservations, de paiements, de facturation qui soient fluides et dont les humains n'auraient à gérer que les erreurs à la marge. Voilà comment on est capable d'opérer autant de personnes à aussi peu de personnes. La première expédition ou exploration que proposait Explora, c'était quoi? Il est quand même bon de dire que pendant 1 an, ce projet a été un peu une soupape après ces années de trading. Et en fait, au début, dans ma tête, c'était pas une start-up, c'était un projet passion que mes années de trading et l'argent que j'avais de côté me permettaient de vivre. Donc, je me suis dit, je vais faire ce projet-là, et tout ça pour dire qu'on a été 2 dans cette boîte. J'avais juste une salariée pendant 1 an. Avant d'être rattrapé par l'envie d'en faire une boîte qui fonctionne. Le 98, tes résultats. Exactement, tout à fait. Et du coup, donc en juin 2018, là, je venais de démissionner et je me suis dit, il y a un voyage que je rêve de faire, c'est la traversée de l'Islande. J'étais jamais allé. Et donc c'était cette première expérience, c'était la traversée intégrale de l'Islande, du nord au sud, en azimut brut, comme on dit, c'est-à-dire tout droit, quoi qu'on ait devant nous, on va tout droit, qui est une méthode bien connue des forces spéciales, qui est le point le plus court pour arriver d'un point A à un point B, si on est capable de passer le relief rapidement, et c'est ce à quoi ils sont entraînés. Nous, on n'était pas entraînés à ça, mais ça a été une bonne confrontation à la boîte que je voulais créer quand même, et donc on est parti d'Akureyri au nord de l'Islande, de la mer du Groenland, et on est arrivé en azimut brut à Selfoss dans le sud de l'Islande, dans l'océan Atlantique. On a mis 12 jours, j'avais déjà trouvé des clients sur Facebook en disant je vais tester ça, si vous voulez venez, puis il y a des gars qui étaient là, j'avais pris un cadreur pour avoir des images de cette épopée, et c'était exceptionnel parce que c'était la claque entre ma vie d'avant et ce que serait ma vie d'après, et c'était génial. On est arrivé, on a dormi sur des glaciers, on était encordés, on a dormi sur Hofsjökull au centre de l'Islande, sur le dôme glaciaire qui dominait toute l'île. On a fait 400 km de rafting parce qu'on a fini en arrivant dans l'océan Atlantique, escorté par les phoques qui passaient sous le raft. Enfin, c'était incroyable. Vous étiez combien? On était 5, on a fini à 4. Camille, la première salariée, a dû abandonner au bout de 24 heures. Elle s'est fait une pubalgie, sac trop lourd. On avait 36 kilos sur le dos pour les hommes et 28 pour les femmes. Et c'était trop lourd. Inflammation, évacuation, téléphone satellite. Dans les premières 24 heures, c'était le fiasco, en fait. Et c'est ça qui était aussi amusant. C'est que c'était vraiment la confrontation à cet environnement qui était sans pitié, difficile. Et ça, c'était les premières rentrées d'argent pour Explora. Ouais, et puis après, dans les mois qui ont suivi, le concept initial, c'était si tu veux vivre une expédition comme Mike Horn et que t'es un gars ordinaire, moi, je vais t'aider quand même à le faire. Voilà l'expédition finale que tu voudras faire, par exemple la traversée de l'Islande, puis quelques mois après, on a fait la traversée de la Suède en ski avec des ailes de kite
sur 12 jours la traversée du Sarek, le plus grand désert glacé d'Europe. C'était exceptionnel. Et l'idée, c'est de se dire, pour faire ces expéditions-là, nous, on va te préparer sur des petits modules. On va t'apprendre à faire du kite. D'abord, un week-end à Serre-Chevalier ou que sais-je, mais dans des endroits normaux, quoi, pas par moins 40 au nord du cercle arctique. Puis, on va t'apprendre à bivouaquer sur un lac gelé. Puis, on va t'apprendre à les basiques de la survie, puis de l'orientation, etc. Et par petits modules, un peu dans l'idée de reprendre ces petits badges de scout, on va t'apprendre des skills, et quand tu auras les skills, tous les petits tampons, tu pourras faire la grande expédition, celle des grands, quoi. Et en fait, finalement, on a commercialiser ces petits modules sous forme de 2-3 jours, initiation à l'alpinisme, initiation au rafting, initiation à la survie, etc., qui ont hyper bien marché en fait. Et donc on s'est mis à vendre énormément de ces petits modules-là, qu'on appelait, je sais plus quoi, des micro-expéditions, je crois, je sais plus le terme à l'époque. Et pour participer à la grande expédition annuelle, au grand, voilà, qu'on faisait plus beaucoup. Enfin, il y avait 1 ou 2 départs, mais en fait, on vendait beaucoup de ces formats plus courts. Et en fait, en 2019-2020, on s'est mis à étoffer la gamme de ces voyages courts, puis à passer de 2-3 jours à 4-5, puis à 7-8. Et finalement, entre les expéditions extrêmes qui avaient fait connaître le projet et qui nous avaient rendu crédibles sur un marché où les acteurs étaient là depuis 40-50 ans. Donc, hyper dur d'arriver sur un marché où on te dit, en fait, tes concurrents, il n'y a aucun nouvel entrant. C'est que des mecs qui font ça depuis 50-60 ans. C'est des groupes énormes, consolidés, qui font 1 milliard. Bon, bah, vas-y, quoi. Et donc, nous, il fallait tout de suite qu'on montre qu'on était crédible. Donc, qu'on fasse des trucs experts, qu'on montre des belles images et qu'on aille sur des canaux de distribution et de communication que les acteurs historiques n'avaient pas saisis, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Mais là, vous n'aviez pas de tech pour organiser ces voyages? Ah non, là on avait papier-crayon. Et puis petit à petit, quand on est passé de 100 clients à 1000, puis à 10 000, il a fallu nécessairement qu'on s'équipe, qu'on se structure en outils. Et aussi, c'est la partie dans laquelle, quand j'ai commencé à comprendre en fin 2019, début 2020, que ça allait marcher, je me suis dit, il faut que je m'entoure de quelqu'un. En fait, moi, j'ai peut-être des idées, je suis peut-être un bulldozer de l'exécution, de la vision, du machin. Je prends de la place, je peux communiquer. Ok. Par contre, il faut orchestrer ces flux entrants parce que 10 000 personnes, 10 000 participants qui passent dans les flux d'une agence de voyage, ça crée beaucoup de sujets à traiter et ça doit être traité propre. Je suis allé chercher un cofondateur ou cofondatrice que j'ai trouvé en la personne d'Alix. Elle avait déjà. Alors c'est assez rigolo parce qu'on me demande souvent. On nous dit souvent, vous êtes un super duo, vous complétez, et comment tu l'as trouvé? Et je dis, en fait, comment je l'ai trouvé? J'ai regardé les agences de voyage, les best performers en France dans les agences de voyage, dans les nouvelles agences depuis 5 ans. Je suis tombé sur 8 agences. J'ai regardé où ils étaient en France. Et j'ai contacté les 8 fondateurs en disant, voilà, toi, t'as l'air d'avoir la méthode pour une agence de voyage. Moi, j'ai une bonne idée. Je veux que ça soit aussi fulgurant que dans ta boîte. Rejoins-moi, quoi. Et donc, Alix était à Annecy. J'ai trouvé une excuse bidon pour faire un partenariat entre Explora et l'agence qu'elle avait. Et puis je lui ai dit, en fait, je cherche surtout un cofondateur. Et en fait, par le hasard, elle a quitté cette aventure en se mettant d'accord avec ses anciens associés. Voilà, c'était son moment de vie, mais c'était un hasard absolu. Et 2 mois après, elle m'a dit, ça tient toujours, je te rejoins, quoi. J'étais, oh putain. Excellent. Et c'est comme ça qu'on a démarré, et puis on est arrivé dans le Covid, qui était un moment secouant. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, comment t'es passé de 10 clients à 1000 clients? Enfin, est-ce que c'est comment tu es arrivé à faire connaître la marque? Par les réseaux sociaux, par 2 choses. Un, d'un point de vue produit, on a montré des choses qu'on voyait pas. On est allé montrer des images à la Red Bull, c'est-à-dire canon, waouh, mais sauf qu'en fait, c'était pas des athlètes pros qui étaient acteurs du truc, c'était Jean-Michel le boulanger qui se retrouvait acteur d'une traversée du Groenland épique où il pleurait, où il disait que sa vie que sa vie était en train de changer, où il envoyait des textos à sa femme Odette avec le téléphone satellite en ayant froid aux doigts, des trucs où les gens disaient wow, c'est pas possible, le mec il met des gars lambda en situation d'urgence ou d'expédition, et donc c'est confronter l'amateur
à l'environnement ultra extrême. Ça, c'était un peu cette idée-là. Alors là, est très storytellé, c'est-à-dire d'où il vient, où il est, ce que ça a changé pour lui après, beaucoup de portraits d'explorateurs. Et donc, on mêlait volontairement des gars comme Mike Horn à Sans Transition, Jean-Michel Le Boulanger, quoi. Les gens étaient là, wow, attends, dans une même capsule vidéo. Et eux, ils voulaient l'être, en fait, ce Jean-Michel. Ils voulaient dire, mais en fait, si lui le fait, moi je peux aussi. Et donc ça, c'est le premier élément. Beaucoup de vidéos, beaucoup de portraits, beaucoup de personas qui donnent leur parcours, et donc les gens se projettent, en fait. Et l'autre truc après, c'est moi j'ai pris la parole sur les réseaux dans une stratégie un peu de personal branding pour essayer de porter la boîte sous d'autres angles que celle de je te vends un produit. Le côté assez transformationnel de changement de vie, de la quête de sens, qui faisait écho en fait à beaucoup dans ma génération. Donc là, il y a eu une flopée de gars et de filles qui bossent en finance, qui sont dans le même questionnement, qui veulent monter une boîte, qui savent pas par où. Donc ça a quand même fait sonner des cloches dans beaucoup de cerveaux. Et puis d'un point de vue start-up. Après, il y avait deux sujets. Le sujet environnemental, en fait, économique et écologique, hyper dur à régler dans le tourisme. On vous dévoile un peu la réalité de ce secteur-là. 10% des gaz à effet de serre de la planète dans le tourisme. 80%, c'est l'avion. Pourquoi il y a de l'avion dans ce secteur? Les paniers moyens, parce que les marges sont faibles. Est-ce que si avec la tech on arrivait à... Et je crois qu'on a embarqué les gens dans le début de ce constat jusqu'à la solution. Et ça, je crois qu'ils ont trouvé ça assez cool de se dire ils sont en train de trouver une solution. Donc ces sujets-là, puis le sujet du sport. À titre perso, j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie de papa, ma vie d'entrepreneur et mes projets sportifs, work-life balance, comment je me démerde, quels sont les outils, comment organiser mon téléphone, qu'est-ce que j'arrive à pas faire, qu'est-ce que j'arrive à bien faire, comment vous pouvez m'aider à mieux faire, comment je peux vous aider à monter des boîtes, en étant dispo 2 fois une demi-heure par semaine pour des entrepreneurs depuis 4 ans. Je prends 2 entrepreneurs par semaine et je les aide 30 minutes, ce que je peux. Je suis pas, j'ai pas monté une licorne, mais en fait tous ces sujets-là ont fait qu'on a beaucoup parlé d'Explora sans parler forcément du produit, et donc ça a commencé à créer un vortex de communication. Comment, comme propriétaire, fondateur et entrepreneur, tu gères le risque dans ton projet? Ça, je crois que c'est ma vie d'avant qui m'a quand même donné une capacité à prendre des décisions d'une manière très structurée. L'avantage de l'école du trading, c'est une analyse du risque-reward permanente. Donc, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds potentiellement? Quelle est la probabilité que le scénario du pire se réalise? Quelle est la probabilité que le scénario du meilleur se réalise? Sous combien de temps? Quel investissement humain et financier pour y arriver? Et finalement, cette méthode permanente d'analyse des situations est quand même, je trouve, assez stable dans le temps et permet d'avoir une cohérence des prises de décision qui font que les salariés comprennent, sont pas surpris par les décisions, sont eux-mêmes capables inconsciemment de recréer ça, et je pense que ça donne beaucoup de vitesse en fait d'exécution. C'est-à-dire qu'effectivement on me dit mais comment tu fais 1 à 1000, comment tu fais là, on nous dit de 1000 à 10 000, comment tu fais de zéro en début de Covid à 700 000 euros mi-2020, alors que la boîte existait à peine. En fait, parce qu'on a exécuté très vite, parce que quand je suis à 51% de conviction, j'y vais. Parce qu'en trading, à 51, t'y vas, en fait. Parce que 51, c'est mieux que 49. Donc, on y va. Oui, ça aurait été plus rassurant si on avait été à 90. Oui. Mais on n'a pas le temps d'attendre les analyses pour être capable d'arriver à 90. Et le temps d'arriver à 90, tout le monde aura aussi réalisé 90 et on sera jamais le premier, en fait. On sera toujours le énième. Donc, il y avait une idée d'être pionnier, d'être rapide, et d'être all-in, en fait. Je le dis souvent, en fait. Je dis, les gars, c'est tout sur le rouge, en fait. On y va tout. On mise tout sur le rouge ou tout sur le noir. Si on fait du tiède, on n'existera pas, en fait. Il faut que toutes nos décisions soient tranchées. Dans cette idée de dire, pour exécuter une start-up, les success stories des start-up, il n'y a jamais eu de compromis. C'est-à-dire, si entre 2 fondateurs, on n'est pas d'accord, il y en a un qui veut A, il y en a un qui veut B, si vous choisissez C, il y a un énorme problème, en fait. C'est à A de l'emporter ou à B. Et il faut que
il faut que les arguments soient mis en face, qu'ils soient chiffrés le plus possible, et il faut choisir la solution qui maximise le gain potentiel en fait, pas celle qui minimise le risque, parce que souvent ça c'est le sujet du compromis, et en fait à faire moyen on fait très mal. On n'est plus distinguant d'un point de vue client, notre différenciation commence à s'étioler, on devient un moyen, on est dans la masse, et du coup tout coûte plus cher quand on est dans la masse. Ça coûte plus cher d'en sortir dans les coûts d'acquisition, ça coûte plus cher de recruter parce que les salariés ne connaissent pas la vision, ne sont pas capables d'identifier clairement la radicalité de la vision et des fondateurs, et en fait par effet de bord les partenaires ont moins de raisons de vous choisir. Pourquoi je travaillerai avec vous? Et en fait toute la structure devient plus chère à exécuter, et tout prend plus de temps. Mais cette notion du all-in ou de la prise de risque maximum, tu penses qu'elle est toujours valable pour une société qui existe depuis plus longtemps? Ou tu penses qu'elle va peut-être se diluer un petit peu et qu'on sera plus à 51%, on va dire oui, mais peut-être à 75 ou à 80? Je pense que ça dépend de l'aventure entrepreneuriale que les fondateurs de cette société qui existe depuis plus longtemps veulent vivre. Moi, je veux une aventure qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est la vitesse d'exécution, et ce que je trouve grisant, c'est la capacité rapide à avoir un impact sur un environnement, sur des personnes, sur un groupe de personnes, sur des idées et sur une évolution positive du secteur. Je pense que c'est évidemment valable pour n'importe quelle taille de structure. Ce qui retient d'exécuter comme ça au bout d'un moment, c'est le fait que assez rarement des patrons de très grosses structures ont toutes les décisions entre leurs mains en fait. Il faut juste être un peu réaliste. Il y a des boards, il y a des actionnaires, il y a des gens qui ont peur de perdre parce que cette stratégie-là, elle peut faire perdre gros. Autant qu'elle peut permettre d'aller très vite et plus vite que tout le monde, elle peut aussi faire perdre gros. Si on n'est pas prêt à perdre, on gagnera pas en fait. Ça, c'est le principe. Celui qui a peur de perdre, il prend pas un dossard. Cette idée-là, pour moi, c'est philosophique, et c'est juste, est-ce qu'au moment où on a fait les choix d'aller embarquer tel actionnaire, tel cofondateur, telle personne qui va avoir son mot à dire sur une décision, si on l'a embarqué dans l'idée, attention, chez nous, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va dérouler comme ça. Les décisions vont être prises comme ça. On n'ira jamais là. Donc, on se le dit tout de suite. Là, on n'ira jamais. Moi, j'irai vers la maximisation du gain potentiel, quitte à prendre des risques sur la structure. Si on n'embarque pas les gens dès le début là-dedans, bah oui, en cours du chemin, c'est un peu tard. Ou alors, il faut créer des choqueurs, des raisons de ce changement, voilà, ça peut se faire au moment de changement de CEO, de changement de board, de changement d'actionnaire, du Covid, c'est-à-dire des événements externes. Il faut créer ces choqueurs-là. Nous, les actionnaires, on leur a dit, en fait, chez Explora, on fera jamais de long courrier pour gagner plus d'argent. Ça fait partie de l'ADN de la boîte. Et d'ailleurs, on a été la première agence de voyage française à mission, c'est-à-dire au sens de la loi Pacte de 2019, Macron a proposé aux entreprises d'inscrire dans leur statut d'entreprise une mission d'ordre social et environnemental qui doit driver les choix de la boîte, la stratégie, etc. Il faut rendre des rapports publics de complétude de cette mission chaque année ou non, et de montrer, on a une obligation de moyens plus que de résultats. Et donc nous, on a choisi de le faire en 2020, mettre une mission d'ordre environnemental. Donc le fonds d'investissement, quand ils sont rentrés dans les levées de fonds dans Explora, ils savaient qu'on ne dérogerait pas à ça, et ils connaissaient aussi le processus de décision et la radicalité de nos choix. Et voilà. Donc je crois que de toute façon tout ce qui est dans la genèse dans l'ADN peut se déployer ad vitam aeternam jusqu'à la mort du sujet. Donc, mais effectivement, si c'est génétiquement modifié dans un deuxième temps, c'est plus compliqué que la greffe prenne. Mais ça peut aussi. Tu nous parles de levée de fonds. Tu peux nous expliquer le financement et peut-être les étapes de financement? Il y a eu d'abord la page blanche où j'ai expliqué aux gens autour de moi, voilà, nouvelle vie, je veux créer ça. Moi, je pense que ça va marcher. Donc les gens, c'est tes amis, tes proches? Ouais, amis, proches, anciens boss en trading, mes potes, etc. T'es allé les voir pour leur demander de l'argent? Je leur ai dit, moi, je fais ce projet, j'ai pas besoin de votre argent, je peux le faire avec le mien, parce que j'en avais dans cette vie de trading. Si vous voulez investir, c'est une possibilité, quoi. Et je crois que j'ai levé peut-être 200 000 euros, je crois, été 2018, je venais de démissionner. On venait de rentrer d'Islande.
sous forme de BSA, bon de souscription d'action. Donc en gros, j'investis aujourd'hui sur la valorisation d'une boîte qui sera déterminée demain en fonction des prochains épisodes capitalistiques de cette boîte. Ça permet de ne pas avoir, alors que le projet n'existe pas, une valorisation à partager à ses proches ou à ses potes, etc. Et donc c'était prochain tour de table, c'était la valorisation du prochain tour de table moins 20-30% parce que vous êtes rentré plus tôt, etc. Avec des conditions de s'il n'y a pas de tour de table, alors c'est ça, tour de table dans les 12 mois, enfin bref, c'est des contrats, c'est pas mal en fait, ça permet de dire, ça permet d'accompagner dès le début sans être pris dans des économiques alors que la boîte n'existe pas, donc elle a concrètement zéro économique. Puis est arrivé un moment un peu fondateur qui est que on a levé 1,7 million pendant le premier confinement. Donc là, effectivement, on peut se poser la question de comment, parce que le secteur du tourisme était sinistré. On nous disait au journal de 20h que c'était une catastrophe partout, et on s'est retrouvé en une des Échos et du Figaro avec Explora Project, le voyage de demain lève 1,5 million d'euros auprès de Xavier Niel et d'investisseurs de renom. Donc là, tout le monde a dit, mais comment ils font ça, les mecs? C'est quoi leur truc? Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, on parliez de comment est-ce que le projet avait été si connu. En fait, je crois que ce décalage, ce clair-obscur entre l'actualité du Covid et le fait qu'on lève pendant cette période, on nous a tendu beaucoup de micros en fait. On nous a dit mais comment et pourquoi et c'est quoi votre produit et pourquoi vous êtes le voyage de demain. Et donc ça a créé beaucoup de publicité autour du projet Explora qui, par effet boule de neige, nous a emmené ensuite après sur M6. Tu lèves 1,7 million. La boîte, elle a combien elle a quoi comme chiffre d'affaires à ce moment-là? Au moment où il a eu les poignées de main, 200 000, quoi, rien. Et pourquoi tu lèves autant? Pour refaire toute l'histoire très rapidement, au printemps 2019, en fait, je participe à un concours de start-up du voyage qui s'appelait The Travel Pitch Contest, qui était organisé par Air France pour trouver les nouveaux modes de voyage de demain. Et donc moi je pitch que le voyage de demain c'est sans avion. Ça leur a fait tout drôle au concours que ils avaient organisé. L'idée c'était c'était un concours de pitch à l'américaine en stand-up machin avec des jurys et plein de sélections et le jury final le soir après X tours c'était de pitcher devant les patrons des fonds d'investissement parisiens de 2-3 gros fonds et Anne Rigaïd, la CEO d'Air France. Je sais pas, on est plein, on doit être peut-être 300 startups et je remporte ce concours quoi. Et donc ça nous met tout de suite pareil, les premières coupures de presse, la première fois le projet est dans la presse. Et on pitch le voyage sans avion en fait. Et donc on rentre dans le startup studio d'Air France qui nous dit si on vous aide, on vous donne des moyens, 100 000 euros, plus des forces vives qui vont travailler sur le projet pendant 6 mois, plus potentiellement la possibilité que Air France rentre au capital en seed fin 2019. Donc la possibilité, c'est-à-dire qu'ils donnent tout ça pour pro bono. Ouais. Et après, eux, ils décideront s'ils rentrent ou pas. C'est pas... Pour avoir le first refusal, le first look sur une levée de fonds éventuelle. Il nous faut une proposition en octobre 2019, en disant qu'ils voulaient rentrer au capital pour 600 000 euros, donc en seed. Et on se pose la question de est-ce qu'il faut avoir Air France au capital pour une boîte qui veut être no plane. Ça paraît antinomique, mais peut-être que il y a peut-être quelque chose à transformer dans ce secteur-là. Finalement, faillite de Thomas Cook en septembre 2019, beaucoup de boîtes dans le secteur tombent. Air France très très bousculé par la période. Changement ils débranchent en fait le startup studio. Ils disent au revoir, plus rien. Donc en fait du jour au lendemain tout s'arrête. Ils nous avaient fait un très beau site internet, on avait plein de trucs qu'on avait eu pro bono, mais ils rentrent pas au capital. Et en fait, on s'était quand même orchestré pour lever 500-600 000 euros en fait avec eux. On avait commencé déjà un peu à recruter et on se dit il faut on était sur un plan de développement qui allait en face de ça. Et donc assez vite à Paris, je retrouve un autre écosystème qui s'appelle 50 Partners, qui est les 50 on va dire patrons de la tech française qui ont réussi Blablacar, Price Minister et compagnie, en disant
Nous aussi, on a un incubateur, nous aussi, on a un fonds, on peut financer des trucs, revenez pitcher, peut-être qu'on peut vous récupérer, quoi. Et donc, janvier 2020, je repitch avec Alix, mon associé qui venait d'arriver, mais depuis quelques semaines. Ça fonctionne, on rentre dans le truc et ils nous disent nous on y va si vous avez déjà, enfin on peut poursuivre une levée pour 50 ou 100 000 euros, 200 000 euros, etc. Puis finalement ils nous présentent il y a des gars dans l'assistance, des partenaires à titre perso qui sont business angels qui nous ont vu pitcher, qui avaient dit oui on veut bien qu'ils rentrent dans la structure et puis nous aussi on veut bien mettre en perso et ainsi de suite. Et en parallèle j'ai eu la chance de rencontrer le fonds de Xavier Niel et ça se passe bien et quand lui il met une bille il y a 10 billes qui suivent derrière parce que voilà en petit train il y a beaucoup d'investisseurs qui reprennent voilà et au final au final on lève 1 million 7 et alors avec la dette il y avait 500 000 de dette donc c'est 1 million 2 d'equity et 500 de dette et puis assez vite en fait le projet fait peut-être 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 alors que le pays était fermé, quoi. En fait, on pouvait quasiment rien faire. On a été confinés pendant quasiment 2 mois. Donc ça a été un bon post levée de fonds, quoi. On s'est dit là, on tient un truc. Maintenant, il faut le passer à l'échelle. Quelle dilution? Des dilutions classiques à chaque tour, entre 15 et 20 Ok, points. donc vous gardez la majorité quand même. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas eu de surprise même sur la suite des tours. Ça s'est bien passé. Et après, qui veut être mon associé sur M6? Ouais. Après, à ce moment-là, je démarre plus grosse stratégie de personal branding pendant le Covid. Parce qu'en fait, pendant le Covid, on s'est dit, mais en fait, plus personne ne peut voyager. Mais en fait, comment est-ce qu'on va parler de la boîte? Et j'ai dit, je vais en parler depuis chez moi, en leur faisant le journal de bord d'un entrepreneur sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, en vous expliquant, moi j'ai une start-up dans le tourisme en plein Covid et en fait on est quand même en train de faire bouger les choses en pantoufles depuis notre salon, quoi. Et je vous raconte comment, quoi. C'était rigolo et ça a vachement bien marché au début et donc du coup sur les réseaux, moi j'ai commencé à monter aussi en parallèle d'Explora en adressant des choses différentes. Et puis je me suis beaucoup exprimé sur LinkedIn. Et arrive février 2021 où il y a un post sur LinkedIn responsable de casting de Qui veut être mon associé. Je connaissais l'émission mais on n'avait pas particulièrement postulé. Enfin, j'avais raté le train pour postuler qui devait être en novembre de l'année précédente. Et donc en février ou février-mars, il y a ce poste-là de la casteuse qui dit pour la semaine prochaine on cherche une start-up, une dernière start-up parce qu'on a eu des problèmes, parce que je sais pas quoi, il y a des start-up qui ont pas voulu être diffusées, où les tournages se passent pas comme prévu, et donc mettez en commentaire la start-up que vous voulez voir, quoi, ou si vous avez des idées. Moi j'écris vraiment, je vois ça par hasard, j'écris Explora Project bien sûr, et mon post et mon commentaire est liké plus de fois que son post. Et donc il remonte tout en haut, elle voit et puis elle me contacte immédiatement en messagerie et puis elle me dit super que tu sois manifesté, je voulais t'appeler d'ailleurs. Je dis quoi, comment ça, elle connaît Explora, c'est quoi ce bazar? Et puis 5 jours après on est en tournage en fait. Tout allait hyper vite, il a fallu qu'on dise combien on demande, quelle négociation, quel valo à l'écran, parce qu'en fait c'est une vraie négo, une vraie valo. Et cette expérience, elle t'a apporté quoi? Ou elle apportait quoi à Explora? En fait, cette expérience, elle était assez forte parce que déjà, elle nous a permis de parler d'un coup à 2,3 millions de personnes de notre concept. Et ça, c'est quand même assez grisant quand tu portes un projet, une vision et que tu le dis d'abord à ta copine, puis à 10 potes, puis à 20, puis dans la presse, mais tu te rends pas vraiment compte de l'impact que ça a. Puis, et là, d'un coup, bam, énorme. Donc en fait, c'était quand même énorme de pouvoir poser le projet au plus grand nombre. On s'est rendu compte que la marque, la mission, la manière qu'on avait de s'exprimer, les valeurs qui étaient les nôtres parlaient à énormément de gens. Ça, c'est le côté positif. Il y a eu une énorme traction, excitation pour le projet sur les réseaux sociaux qui explose, qui passe de 20 000 à 70 000 followers en quelques secondes. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait un produit de niche dans son produit de l'époque, parce qu'en fait, en réservation concrète, il y en avait pas tant que ça en fait. Alors ça fera rêver des gens, mais peut-être 40-50 000 euros sur la soirée, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord. Enfin bon, c'est pas ça qui fait des millions non plus, quoi. Mais un pic de trafic et pas de conversion, quoi. Enfin... Énorme pic de trafic, je crois qu'on avait eu 300 000 sessions simultanées sur le site, qui a d'ailleurs un peu craché, 20 000 ou 25 000 comptes créés,
dans la soirée, donc c'est quand même beaucoup, et peut-être 50 000 ou 60 000 euros de réservation quasi immédiate. Donc c'était chouette, c'est hyper excitant pour une petite boîte, on était à fond, mais on s'est quand même rendu compte que notre produit était niche, tout le monde adorait l'idée, mais de là à convertir, il y avait quand même beaucoup de temps, on le savait qu'il y avait du temps, hein, c'est en moyenne 60 jours entre la découverte du produit et le premier achat, enfin la création d'un compte membre et le premier achat. Et donc en fait ça a été un enseignement parce qu'on s'est dit à quoi ça sert de continuer à exposer notre produit sur des canaux de distribution qui sont mainstream si votre produit n'est pas mainstream. En fait, ça nous coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'être sur du mainstream. Là, ça nous avait pas coûté d'argent. On avait fait un apprentissage gratuit. Mais à quoi ça sert de dépenser 40 000 euros pour des spots sur TF1 alors qu'en fait, il n'y a que 0,5% des téléspectateurs qui pourraient acheter mon produit. Donc en fait, on s'est dit deux choses. Soit on est sur des canaux de communication plus niches, soit notre produit, il arrête d'être niche et il est plus mainstream. Finalement, on a fait un peu une convergence des deux. En se disant on veut adresser une plus grosse croissance, il faut qu'on arrête avec nos expéditions extrêmes, il faut qu'on soit sur des choses plus pour tout un chacun, pour tous les niveaux, etc. Et c'est l'axe qu'on a donné dans les mois qui ont suivi, dans les années d'après. Et pareil sur les canaux de communication, on a arrêté de faire de la masse, on fait du plus ciblé sur les réseaux, etc. Et donc on va retrouver une efficience des coûts d'acquisition marketing, des meilleures transformations, etc. Donc ça nous a quand même appris vite que dépenser en marketing sur les mauvais canaux, il fallait que canaux et produits soient bien en phase. Donc ça a été assez chouette. Et puis quand même, ça a créé une notoriété pour la marque qui ont fait que dès que Le Figaro, Les Échos, Le Monde voulait faire un sujet tourisme, il m'appelait quoi. En fait, il disait ouais, il y a le gars tourisme là, il est passé sur M6 et puis après ça a été pendant des années. Ah mais on se connaît non, je vous ai vu, vous êtes pas un ami de Isabelle, ma sœur? J'ai dit non, peut-être M6. Ah ouais, je vous ai vu sur M6. Et en fait, alors ça n'avait rien à voir avec Isabelle, sa sœur, mais tout le monde. Donc un truc qui ont fait que on avait mis la marque et le visuel une première fois dans leur tête et que la deuxième fois, ça fait écho. Donc ça fait une amélioration des coûts d'acquisition marketing en fait quand même en longue traîne qui est intéressante. Et puis ça nous a mis sur beaucoup de plateaux, beaucoup de podcasts, beaucoup de médias en général qui sont quand même des moyens de communiquer gratuits quoi, grosso modo. En termes de notoriété, ça doit être incroyable quand même. C'est incroyable en notoriété, mais on n'avait pas le produit qui allait en face de cette acquisition, enfin de ce canot de masse. Donc c'est chouette, ça nous a fait, je pense, switcher sur nos produits plus rapidement que d'autres. Et ton rapport alors avec le sport et l'entrepreneuriat? Je trouve effectivement que le sport a beaucoup de vertus positives sur l'entrepreneuriat. Déjà, en tant que patron, ça te permet... je trouve que c'est une source d'inspiration pour les salariés aussi, parce que qu'on le veuille ou non, dans des vies assez transparentes, et la mienne, elle l'est, parce que je la partage beaucoup sur les réseaux sociaux, en essayant effectivement de quand même préserver un niveau d'intimité. Mais... je trouve qu'il y a une grande capillarité entre les différents moments de sa vie, le sport, les différents objectifs qu'on se fixe. Et quand on réussit des choses dans le sport, je pense que d'une certaine manière, les collaborateurs et les gens autour se disent s'il réussit là-dedans, c'est qu'il a la méthode, il a l'envie, il a la discipline pour tenir un entraînement. Et c'est pas une question de motivation. Je pense effectivement c'est une question de discipline et de capacité à se tenir tous les jours. Les marathons, ils se jouent avant la ligne de départ. Hein. Ils se jouent dans tous ces matins où on se lève et d'autres ne se lèvent pas. Et donc, je crois que finalement, en tout cas, je me suis rendu compte que ça avait un gros impact positif sur les gens autour de moi, d'être dans une émulation sportive positive vers des résultats, etc. Avec un niveau de performance qui, pour le coup, a droit d'être relatif. Hein, ce sont mes objectifs, etc. Effectivement, par contre, quand quand ce sont des résultats qui, en plus, dans l'absolu, sont costauds, ça ajoute au storytelling. Et j'ai encore des espèces de résultats intermédiaires entre un amateur et un pro, on va dire, qui font que ça marche, parce que les gens ils se disent merde, avec sa vie, il arrive à faire ça. Alors oui, il gagne pas la course, mais il fait quand même l'Ultra Trail du Mont Blanc en 34 heures. Merde, le gars, c'est quoi? Tu cours combien de temps? Tu fais quoi? T'es pro? Non, c'est juste à côté. Et l'excitation pour moi, c'est la capacité à maintenir
à maintenir l'équilibre sur les 4 pieds du tabouret, quoi. La famille, les amis, le perso et les projets long terme qui vous font grandir. C'est un équilibre, quoi. C'est 4 pieds, en fait. Quand on en oublie un, on se casse la gueule. Et ça, il faut se le rappeler assez régulièrement. Une vie sans projet, elle est aliénante. Une vie de court terme, elle est aliénante. On a besoin de projets de moyen terme, de fantasmes long terme, qu'on ne fera peut-être jamais, mais qui nous tire quand même cette idée de ce tour du monde en voilier qu'on ne fera jamais en famille. Et pour autant, il vit dans notre tête et il conditionne certaines de nos actions et il ouvre certaines de nos rencontres parfois. Donc, je trouve très important de faire ça et je trouve que arriver à maintenir ce pilier du coup du sport, parce que pour moi, clairement, le sport, c'est ma partie projet, on va dire, et je trouve que c'est vraiment chouette. Ça permet aussi de créer des moments d'émulation, d'émotion, évidemment, et collective, en un rien de temps et très fédérateur. Donc j'essaye au travers de mes aventures de vivre avec les gens qui font mon ravitaillement, d'être moi-même faire le ravitaillement d'autres personnes, de créer des équipes en fait. Même si je pratique beaucoup la course à pied, le trail, l'ultra, j'essaie de le faire avec des crews, des groupes, des cercles, des potes, des noms de teams, que ce soit Faritas, Loukoum, machin. Le fait est que j'ai quand même 25 potes avec qui on court des marathons tout le temps, chaque année dans des villes différentes d'Europe, 15 potes avec qui je cours le Half Marathon des Sables depuis des années et on repart en Égypte dans quelques semaines, la team Explora avec qui on fait les entraînements du midi, etc. Donc j'essaye de recréer des cercles comme ça autour de la pratique du sport pour se porter les uns les autres. Moi, je trouve que c'est aussi le sport, en tout cas, je le vis comme et la course à pied me plaît dans ces moments d'introspection parce que j'en ai besoin. Et je vais trouver quand même dans ces états limites. Je dis pas que c'est le seul apprentissage pour être capable de tirer ces enseignements, mais moi en tout cas j'ai trouvé dans le sport d'ultra, dans les ultra-distances, ces moments où viennent émerger des choses assez puissantes qui sont parfois le début d'une réflexion pour un produit que je veux lancer avec Explora, pour la manière de raconter les choses, pour la manière d'être capable d'atteindre ce qui parle aux gens dans la manière qu'on va avoir de communiquer avec Explora, et parfois dans des choses assez simples et puissantes que j'ai vécues et que j'ai envie de raconter à mes enfants pour commencer à faire naître cette petite graine de l'extraordinaire, quoi. Et ça, tu les notes toujours sur des petits calepins? Ouais, je le note aujourd'hui dans mon iPhone, dans des notes que j'ai sur chaque course. Je fais beaucoup de notes vocales quand je cours. Je raconte, je me laisse, j'ouvre les vannes. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie déconnecté de mes émotions, où pour être performant, il fallait en être loin. D'ailleurs, il fallait être je reste persuadé, c'est vraiment assez agressif ce que je dis, mais je pense que pour être un bon trader, il faut pas être people driven en fait. Donc je pense que j'avais optimisé ma capacité à être un bon trader. Je m'étais conditionné pour, mais ça me faisait souffrir parce que je suis pas cette personne-là en fait. Et à un moment, il a fallu que je recompose avec ça et que je réconcilie. Et donc finalement, aujourd'hui, je laisse ces émotions aller, ça me fait du bien. Je suis content quand je pleure. J'ai l'impression de me reconnecter à qui je suis, au moment que je vis. Avant, j'étais dans une posture, voilà, plus fière, plus machiste, plus rétrograde, je sais pas, de l'image que je devais avoir, qui était, je pense, pas en phase avec qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui, ouais, je fais des notes vocales où je raconte, où je divague, où je pleure, et je réécoute ces sons et je me dis, t'étais dans cet état-là, quoi. T'es ce mec-là, tu vivais ça. Ça me donne une espèce de rage de continuer à aller chercher les vraies émotions, les vraies choses. Je trouve que les moments dans notre vie où on est capable de se reconnecter à qui on est vraiment, ou en tout cas à notre instinct grégaire, primaire, et attention en fait, parce que dans ces moments-là, nos pensées, elles se portent vers les gens qu'on aime vraiment en fait. Ce qui est le plus important dans notre vie, en fait, quand on est en mode survie, l'essentiel de votre vie est évident devant vos yeux. Il est évident. Donc, on peut se poser la question quand on est dans la ligne 13 de savoir dans ce quotidien du métro boulot dodo qui s'enchaîne, en fait, qui je suis, où je vais aller, etc. Moi, je pense qu'après 35 heures de course sur une ligne d'arrivée du TMB en pleine nuit, quand on pleure,
qui on est vraiment, et ça devient plus évident, je crois. Donc c'est ce que j'essaye de chercher dans ces aventures-là, sous diverses formes. Ça n'a pas l'intensité que je raconte systématiquement. Parfois, ça vous prend un peu au dépourvu dans des moments imprévus. En tout cas, il se passe toujours des choses et je reviens toujours un peu différent. Et la différence que j'ai avec les premières années où je faisais ça quand j'avais 20 ans, aujourd'hui, c'est que j'essaye d'y mettre vraiment du groupe et des gens autour de moi et d'essayer de décentrer un maximum ces moments-là de ma propre pomme, ou en tout cas d'être là aussi pour les autres. Donc ouais, le sport, il me procure des choses, moi, qui vont bien au-delà du physique, de la bonne santé, des résultats, des machins. J'ai eu 4 moments pour moi, 4 moments avec ce dernier UTMB il y a un mois et demi. J'ai eu 4 moments de transe sportive, où j'étais littéralement, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, que mon corps faisait des performances incroyables que j'ai jamais été capable de reproduire dans d'autres circonstances, des vitesses auxquelles j'ai jamais été capable de courir dans quelque autre circonstance que ce soit, et où j'avais l'impression de regarder mon corps et de moi d'avoir une vision en fait absolue d'où j'en étais dans ma vie, etc. Ça, c'est des endorphines, en fait, c'est complètement drogué, hein. Mais dans ces moments-là, je suis retombé de ces moments-là avec une confiance absolue de mon existence, quoi, de où j'en étais, qui j'étais, et une espèce de force, parce que j'ai vu que je pouvais faire, si je le voulais, des choses exceptionnelles. Et en fait, ça s'est fait avec la course à pied, mais je me le dis parfois même aussi dans le boulot, en fait. Je me dis, on peut atteindre un niveau absolu de performance, de lien humain, de voir des choses dans des situations complexes que d'autres ne peuvent pas voir. Voilà, j'ai cette idée qu'à nouveau, un exceptionnel, un extraordinaire nous attend tous au coin de la rue et qu'il faut aller le chercher. Mais il faut se mettre en situation parce qu'il vient pas sinon. Donc c'est un peu ça. Pour moi, le sport, c'est le vecteur de ce cheminement-là. Merci. Merci à vous. Merci Stanislas. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Stanislas. C'est la première fois qu'avec mon collègue Laurent Bernet, nous vous proposons un épisode qui dure plus d'1 heure, alors que nous nous efforçons habituellement de ne pas dépasser les 40 minutes, mais là, nous ne voyons vraiment pas quoi couper. Parce que nous avons beaucoup aimé écouter Stanislas, qui va se chercher dès les études une trajectoire exceptionnelle, mais surtout se mettre dans des positions où il peut avoir de l'impact, que ce soit en devenant le président de son association d'étudiants jusqu'à la direction du desk Europe du trading de matières premières. Et pendant près de 15 ans, il ne questionne pas ce choix de vie, qu'il déconnecte petit à petit de ses émotions, mais où il arrive quand même à se créer des moments où il sort sa tête du bocal grâce à la course à pied. Et c'est pendant ces kilomètres de bitume avalés le soir et la nuit dans les rues de Paris qu'Explora Project naît. D'abord dans des petits carnets de notes, et bientôt à la naissance de sa fille, dans une première aventure personnelle. Néanmoins, c'est pendant ces années de trader que Stanislas va apprendre à prendre des décisions de manière très structurée, très tranchée, et à gérer le risque. Car le trading, c'est une tension et une analyse permanente du risk-reward. Et on comprend en écoutant Stanislas l'intérêt de choisir la solution qui maximise son gain et pas uniquement celle qui minimise son risque. Ça m'a fait penser à un précédent épisode où Luc Piguet, fondateur de ClearSpace, nous partageait sa vision du risque et cette notion de brûler ses navires. Car au fond, entreprendre, c'est prendre des décisions, et prendre une décision, c'est prendre un risque. À chacun de se mettre son curseur où il le souhaite, et en fonction aussi évidemment de son moment de vie. Pour Stanislas et Explora Project, il y a une volonté assumée de vouloir être pionnier et d'aller vite, ce qui implique de prendre des décisions très tranchées, sans compromis, pour rester distinguant et sortir de la masse et ne pas être moyen. Mais tout en gardant à l'esprit que si on n'est pas prêt à perdre, on n'est pas prêt à participer, comme quand on prend un dossard pour participer à une course de trail. Et enfin, je retiens l'importance de la discipline, plus que de la motivation. Comme le dit Stanislas, le marathon se gagne avant la ligne de départ. C'est tout ce qu'on fait avant l'objectif qu'on s'est fixé qui va nous permettre d'atteindre cet objectif ou de ne pas l'atteindre. Et c'est vrai pour une aventure entrepreneuriale comme pour un objectif sportif. Ce sont 2 types de projets qui nécessitent d'abord de se fixer un objectif. Et une fois qu'on a cet objectif, alors on peut et on doit être discipliné pour l'atteindre. Et dans le sport comme dans l'entrepreneuriat, cette réussite d'avoir atteint un premier objectif donne la confiance nécessaire pour s'en fixer d'autres, et c'est de cette confiance que naît le pouvoir de se sentir capable d'accomplir des choses exceptionnelles si on veut vraiment les accomplir et continuellement. Et que quelque chose d'exceptionnel nous attend tous au coin de la rue, mais qu'il faut aller le chercher. Et donc, il faut se mettre en situation, sinon il ne se passe rien. Et pour celles et ceux qui pensent que tout est une affaire de chance, je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube, Avoir de la chance, de Philippe Gabillier, Gabilliot.
Comment avoir de la chance, qui nous explique justement que la chance est en fait une compétence. Et je trouve que ça fait écho à ce que nous raconte Stanislas. Et voilà, avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à 2 ou 3 de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch.